régler le bruit fractal correctement, connaître tous ces paramètres, c'est 80% du travail fait. À partir de là, tout va être uniquement créativité. On verra ça sur mes tutos lab. Et je vous dis à tout de suite sur l'écran. N'oublie pas, malgré tout, de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce en l'air. Ça me fera plaisir. À tout de suite. Maintenant, parlons à nouveau d'un nouveau réglage et on revient sur un pour ça. C'est l'évolution. L'évolution, ceux qui connaissent bien le bruit fractal connaissent par cœur l'évolution. Ça nous permet de modifier les niveaux de gris de nos carrés. En mesure qu'on la fait tourner, chaque carré fait un cycle de niveaux de gris. Alors, soyons clairs, si je prends un carré blanc, celui ici, qui est ici, on va repérer son niveau de gris. Quand j'ai fait un tour complet, il n'est pas noir. Je continue à le regarder, c'est celui-là. 2 tours, il n'est pas noir. 3 tours, il est devenu noir, mais pas à 0 degré, parce qu'il ne devait être pas totalement blanc quand je l'ai commencé. Donc voilà, à 3,37, il a mis 3 tours à devenir noir. D'accord? Maintenant, on peut prendre un noir, et ici, un carré noir. Voilà, combien de temps va-t-il mettre pour devenir blanc? Lui, il a mis un demi-tour. Voilà, non, un peu plus quand même. Alors, on va dire, pas loin, parce qu'on était à 37, là, on est à 217. Donc voilà, ça leur permet de faire un cycle, et ceci va nous permettre de faire de très très belles animations parce qu'on va pouvoir assigner des couleurs à chaque niveau de gris. Donc quand le niveau de gris défile, les couleurs changent. Et ça, c'est hyper intéressant, entre autres. Bien entendu, ça peut nous servir aussi comme map. On peut faire des maps de flou de profondeur, on peut faire des maps d'embossage animé. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec évolution. À savoir que très souvent, on va l'animer avec une expression time qui est, à mon avis, la plus simple, même encore plus simple que le wiggle, qui permet, sur un paramètre rotatif, un bouton rotatif comme celui-ci, de le faire tourner à l'infini. Donc on reviendra là-dessus quand on va animer l'évolution. Alors n'oubliez pas qu'on peut faire clic droit sur tous ces paramètres et les réinitialiser. On a l'opacité qui n'est pas dans transformation, mais qui existe, comme je vous ai dit ici, pour le calque en comparaison, mais il n'est pas dans l'opacité, n'est pas dans le menu transformé. Et alors ça va nous rendre transparent le bruit fractal par rapport au solide ou par rapport à un calque de forme si vous l'aviez appliqué sur un calque de forme. Vous juste pensez que ça va faire apparaître ce qui est en dessous, ni plus ni moins. Et on a des modes de fusion qui sont appelés modes transfert ici, mais ce sont des modes de fusion qui nous permettent par exemple d'ajouter en produit sur notre fond qui est de couleur beige le fractal ou ici recouvrir qui est l'équivalent du mode de fusion plutôt incrustation. On est à quelque chose comme ça. Puis après, on retrouve les plus basiques, densité couleur, obscurcir, éclaircir, différence, exclusion. La plupart du temps, je ne me sers pas de ce mode de fusion. Si je veux mettre un mode de fusion, je fusionne complètement le calque sur une autre image qui sera sur un calque indépendant. Dans After Effects, tant qu'on peut rendre les choses indépendantes pour mieux les manipuler, je pense que c'est une bonne chose. Un bon principe à adopter tout le temps. Voilà, il nous reste les options d'évolution qu'on ne verra pas cette fois-ci, qui nous permettent de contrôler l'évolution d'un cycle en révolution, mais on n'a encore rien animé. Aujourd'hui, on voit vraiment le b.a.-ba et encore, on voit beaucoup de choses, je tiens quand même à le dire. Donc, n'entrons pas trop loin dans les détails. Et maintenant, voyons les réglages que nous n'avons pas vus pour finir cette première étape. Alors, on n'a pas vu quoi? On n'a pas vu le débordement résultat HDR autorisé qu'on laissera toujours sur ce réglage. Le contraste, la luminosité et l'inversion. L'inversion, ça va simplement nous inverser les niveaux de gris. Le contraste, comme son nom l'indique, va pousser les gris clairs et les blancs vers le blanc et pousser les gris foncés vers le noir. Et ceux qui sont un peu entre deux, ils vont rester entre deux, sauf quand on va pousser le contraste de plus en plus fort. Et on voit que là, j'ai de plus en plus de noir. Alors là, effectivement, il me reste un gris parce qu'il devait être vraiment 50%. Il ne sait pas dans quel camp se ranger, le pauvre. Mais à 1256, ici, je commence à avoir vraiment que du noir et du blanc. Et si je continue à pousser dans les 3000, maintenant, je ne vois plus beaucoup de gris. Et pour m'en persuader, il suffit que j'aille dans Transformation et que ici, en décalage de turbulence, je fasse glisser mes valeurs et je vois que j'ai plus que du noir et du blanc. J'ai une espèce de Tetris qui est apparu. Je peux aussi descendre mon échelle et je vois qu'il me reste quand même un petit peu de niveau de gris qui traîne. Mais ça nous permet de faire des motifs très particuliers. Justement, de travailler sur des forts contrastes. Après, bien entendu, on peut aussi travailler sur des contrastes faibles, voire baisser le contraste. Ici, j'ai fait un clic droit pour me remettre en valeur par défaut.
voyez, le contraste, je peux le baisser à 0 et j'obtiens un gris 50%. Alors ça, c'est garanti, c'est un gris 50%. Et notamment avec des outils comme l'effet displacement, parce que vous verrez que le bruit fractal s'utilise en fait en tandem au minimum avec donc un second effet. Et je dirais même bien souvent, plus en tandem, mais en compagnie d'une chorale d'effets, c'est-à-dire avec beaucoup d'effets, mais il peut servir de source à plein d'effets qui auront besoin d'un style de calque en niveau de gris, comme le bruit fractal. Donc en allant à 0, on obtient un gris 50% qui peut par exemple annuler un displacement, parce que le displacement ne déplace pas de pixels à 50%. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut obtenir. Et puis on a la luminosité. La luminosité va, si on la pousse, augmenter le niveau de blanc, donc de lumière, ou le baisser et emmener tout dans le noir. Ça aussi pour faire disparaître notre bruit fractal, ou par exemple avoir que quelques carrés, des carrés qu'on peut refaire ressortir en poussant le contraste, toujours en valeur positive vers les blancs. Je baisse la luminosité, je pousse le contraste, je baisse la luminosité, je pousse le contraste, et on a de moins en moins de carrés clairs, par exemple. Vous allez me dire, bon, c'est bien joli, mais ça nous fait juste des carrés. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'animation. Et l'animation, je vous l'ai dit, elle se fait très souvent sur le décalage de turbulence, donc déplacement, et l'évolution. Bien sûr, elle peut se faire sur plein d'autres paramètres, la rotation par exemple ou l'échelle. Mais les deux les plus utilisés sont évolution et décalage. Donc l'évolution, je vous l'ai dit, on va souvent faire un time. Alors, ceux qui ne connaissent pas le time vont l'apprendre aujourd'hui. On fait un alt-clic sur le chronomètre ici. On pourrait aller ouvrir et le faire en bas, mais c'est tellement plus pratique de le faire ici. Ça va nous ouvrir le champ de saisie d'expression en le faisant ici. Donc Alt-clic, vous voyez que le chiffre devient rouge, ça m'ouvre ici un champ de saisie et je vais écrire en minuscule time. Je vais faire multiplier donc la petite astérisque qui est la petite étoile et je vais mettre une valeur de degrés puisque je suis sur un paramètre qui est un bouton rotatif en degrés. Donc je vais mettre par exemple 90 degrés. Alors je ne note pas degrés, je mets 90. Le paramètre étant en degrés, ça le met automatiquement. Et donc time, qu'est-ce que va faire time? Time, il va prendre les secondes de la timeline, donc c'est ça, time, et multiplier par les degrés. Donc à une seconde, je serai allé de 0 à 90 degrés. À 2 secondes, ce sera 2 fois 90, 180. À 3 secondes, 3 fois, 270, à 4 fois, 360, etc. Donc toutes les 4 secondes, je vais faire un tour complet du bouton. Je valide en cliquant dans une zone grise et moi qui ai une timeline gigantesque, je vais la réduire à 15 secondes. Je réduis ma zone de travail, je fais un clic droit, réduire la comp à la taille de la zone de travail et je lance mon play. Et là, je vois que mes niveaux de gris. Alors, juste un petit truc, ça c'est un réglage précédent de ma précédente composition. J'ai fait du stop motion en 6 images secondes, donc on avait quelque chose d'un petit peu saccadé. Je vais repasser en 25 images secondes. Et voilà, vous voyez, donc mes niveaux de gris qui tournent, on va dire, sur les blocs. Et comme j'ai poussé mon contraste très fort et j'ai baissé ma luminosité, je vois des carrés apparaître sur fond noir. Ce fond noir, je peux par exemple le rendre transparent avec un mode addition, par exemple, ou éclaircir. Et bien entendu, je peux continuer à pousser mon contraste pour revoir plus de carrés blancs tout en baissant la luminosité. Et là, je vais avoir beaucoup moins de carrés. Donc des petits carrés qui apparaissent de temps en temps. Pour faire un fond animé, c'est juste parfait, quelque chose de discret, avec des petits pixels qui apparaissent. Ça fait que des carrés. Alors on peut monter la complexité par exemple. Et là, on va voir des choses un peu découpées. Alors bien entendu, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut aller dans les sous-attributs ici et aller recaler nos éléments. Donc ici, je vais me caler en largeur. Alors bien sûr, je le fais avant mes réglages de contraste, mais là, je vois très bien qu'il doit y avoir des carrés très fins, des petits traits qui disparaissent. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont coupés par le fractal lui-même. Et donc là, en ayant fait disparaître ces petits filets verticaux horizontaux, en faisant un réglage un petit peu comme ça à l'œil, maintenant, mon fractal joue. Et si je l'augmente à 3, je vais avoir des petits pixels comme ça, mais qui vont agir par groupe, comme ça, un petit peu organique. Voilà. Et je peux les passer à 4. Et là, donc, je vais avoir des petits tas de pixels comme ça qui apparaissent à droite à gauche. Tout simplement parce que à l'avance, dans ma tête, je sais très bien qu'en poussant les contrastes et en baissant la luminosité, en calant mon sous-décalage, je vais faire correspondre mes blocs et qu'après, le fait d'augmenter la complexité et la superposition va faire qu'il va y en avoir plusieurs qui vont avoir des niveaux de gris différents. Et comme ça continue
à tourner dans la timeline, eh bien je peux voir ça en temps réel. C'est le gros avantage, et ça vous retrouverez ça dans mes tutos lab, qui sont les tutos laboratoires où on apprend à rechercher la forme comme dans un laboratoire de recherche grâce à ce type de méthode. C'est-à-dire je fais tourner et j'ajoute mes paramètres, mais tout ça parce que je connais parfaitement mon outil. Donc je vais arrêter ma timeline, je vais juste réinitialiser ma luminosité et mon contraste. Donc vous voyez, c'est là-dessus qu'en fait j'ai travaillé. Et je vais baisser ma complexité. Voilà. Alors tout ceci, on aurait pu très bien le faire aussi sur une échelle non uniforme, sur des rectangles, voire des lignes, puisque on peut ici, par exemple, dire « moi je voudrais des bandes ». Je viens de dire des lignes, je voulais dire des bandes. Eh bien, je vais taper une grande valeur pour ne pas avoir la valeur de coupure entre les niveaux de gris. Donc, je vais mettre 5000 par exemple. Vous voyez, là, j'ai des bandes. Et ces bandes, elles ont toujours l'évolution qui les fait tourner. Donc, ces bandes changent de niveau de gris. Et bien entendu, on peut leur appliquer des couleurs. Alors, pour l'instant, on reste où en année. On vient de voir luminosité et contraste. Là aussi, je peux jouer là-dessus. Augmenter ces valeurs-là, baisser pour avoir que du foncé, que du clair, toujours pareil. Et le réglage qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est qu'on peut passer ici, on pourrait aller sur simple et tout changer, mais on va déjà voir ici qu'en linéaire, on va avoir des niveaux de gris comme ça qui vont être animés, en linéaire flou également, en spline aussi. Notamment, je vous montre tout de suite, je me remets sur bloc pour régler. Moi, je fais souvent les réglages sur bloc. On va se mettre donc en échelle non uniforme, mais on va faire le contraire. On va mettre ici quelque chose comme 200 en largeur d'échelle et en vertical, on va mettre quelque chose comme 4000, ça devrait être bon. Voilà, donc on a des bandes verticales, on va un petit peu les contraster et tout simplement, on va passer sur linéaire flou. Et quand on anime et qu'on continue à contraster, et on va baisser un petit peu, voilà. On va voir ce que j'appelle l'effet curtain, donc l'effet rideau. Et quand on met des couleurs sur ce type d'animation, on a une impression d'ombre, de creux et de lumière, là où il y a du blanc, donc de boss. Et on peut faire très très facilement un effet rideau, un effet d'ondulation, si on utilise un effet de displacement conjugué à celui-ci, et on pourra augmenter les ombres, les lumières, donc les creux et les bosses. Après, on peut jouer avec les différents flous. Et bien entendu, ici, on a nos valeurs dynamiques, etc., mais qui ne vont pas fonctionner avec bloc, qui vont fonctionner plus ou moins avec d'autres valeurs. Par exemple, ici, on va tester rocheux. Vous voyez que les valeurs sont trop fortes. Donc ici, il va falloir que je réduise pour retrouver des patterns qui m'intéressent. Mais ici, vous remarquerez que ça nous fait quand même penser au bloc qu'on a dans bloc. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ici, moi, ce sont des valeurs que j'utilise moins. Par contre, j'utilise effectivement quand je suis en réinitialisation, tout ce qui est turbulent lisse. Là-dessus, on va pouvoir jouer sur les échelles, sur les complexités. Encore une fois, si je baisse ma complexité, je retrouve une espèce d'ensemble de blocs. On va pouvoir aussi les voir s'animer, puisqu'on a toujours l'évolution qui est préexistante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va finir avec ceci. Donc on se remet sur bloc. On va se mettre sur une valeur de 3 en complexité. Et la dernière animation qu'on va faire, on peut la faire, je pourrais faire un loop, mais on va pas faire trop d'expressions. Ce tuto est destiné aux débutants, donc les expressions, c'est quand même pas quelque chose qu'on aborde en tant que débutant. On va mettre 2 images clés sur le décalage de turbulence, juste pour le faire glisser à l'horizontale. Donc décalage turbulence, je vais mettre une image clé ici sur le chrono. Donc après, je sais qu'elle est quelque part ici, elle est dans le menu transformation, mais plutôt que d'aller ouvrir, je clique sur mon calque, j'appuie sur la touche U et apparaît toutes les images clés qui existent sur ce calque. Là, j'en ai qu'une, mais c'est celle de décalage turbulence qui apparaît. Voilà, donc là je suis à 960 à l'horizontale, je me mets au bout de ma timeline et ici je vais faire glisser, je sais pas, du triple, du quadruple. Donc je vais mettre, il faut le savoir, dans After Effects on peut calculer dans un champ de saisie. Donc là je vais mettre le multiplié qui est la petite astérisque et je vais mettre 4, donc 960 multiplié par 4, c'est 3800. Et là, j'ai créé ma nouvelle image clé en champ modifiant la valeur et quand je lance mon animation, je vois bien donc que ça glisse à l'horizontale et que en même temps, j'ai l'évolution qui me fait changer mes niveaux de gris. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le fameux décalage de perspective ici, l'effet de parallaxe. Regardez, quand je clique dessus, ça nous donne tout autre chose. Donc maintenant, il faut imaginer ça avec des couleurs. On peut faire mieux qu'imaginer ça
linéaire flou, on passe en linéaire flou, ou on peut passer ici par exemple avec les dynamiques. On peut passer avec les torsions dynamiques, voilà, avoir ce côté ondulant, passer sur rocheux. Donc bien entendu, mettre juste une couleur là-dessus, on pourrait très bien aller dans correction colorimétrique et on prend un trichrome. Voilà, tout bêtement, il y a du noir, du blanc et une couleur centrale. On peut même la saturer, on n'est pas obligé d'avoir un sépia. Hein. On peut se mettre dans une couleur purple, comme ça. Donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée, mais ce n'est pas ce qu'on fera. On va faire beaucoup plus recherché, beaucoup plus de formes, de couleurs variées. Mais en tout cas, c'est le principe. Donc ici, je vais revenir sur les blocs. Et donc, nous voilà à la fin de ce tuto découverte du bruit fractal. Moi, je vous conseille d'y retourner régulièrement, de travailler sur les contrastes, les luminosités, travailler sur les paramètres simples au départ. N'hésitez pas, bien entendu, à modifier votre complexité. Ce n'est pas le réglage le plus angoissant de la planète. Ça augmente ou diminue le fractal. Jouez sur l'échelle également. Vous verrez que là, on va observer le fractal beaucoup mieux en grossissant l'échelle. Si on la met très petite, on va obtenir jusqu'à du bruit. Si on va très très loin, c'est un bruit qui glisse. Donc on a plein de possibilités. N'hésitez pas à prendre l'échelle aussi non uniforme. Par exemple, faire des barres verticales comme ceci. Et à jouer un petit peu sur les sous-attributs. Par exemple, là, j'ai augmenté la force du fractal. Donc on peut la mettre à 300 par exemple. Voilà. Et on va obtenir tout autre chose. On peut revenir en échelle uniforme pour voir ce que ça donne. On peut réduire, augmenter. Ici, si je mets la sous-échelle centre, ça modifie juste le point de démarrage. Après, ça glisse, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à l'agrandissement ou à la réduction d'une forme. Ce n'est pas ce qui change le plus de choses. Que dire, on peut modifier la taille aussi, puisque là on est à 56, ce qui nous donne un décalage. C'est vrai qu'à 50 on va être parfaitement à la moitié, mais on pourrait aussi être à 15 et avoir quelque chose de tout petit qui va nous donner pas forcément des choses très jolies. Et une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut être au-dessus, c'est-à-dire le fractal peut être plus grand. On pourrait être à 150. Donc là on va voir le fractal qui bouge plus vite en parallaxe va être plus grand, donc va donner un effet d'être au premier plan, d'autant que j'ai mis une sous-influence très forte. Si je remets la sous-influence à 50, les très gros carrés sont très transparents. On les voit passer devant, mais ils sont assez discrets. C'est le carré original qui est bien en vue. À 300, là, c'est les grands carrés, c'est les premiers plans qui sont bien visibles. Les carrés d'origine, on les voit plutôt dans le fond. Donc, c'était un dernier petit tour, une dernière petite révision. J'espère que ça vous a plu, que vous avez, pour ceux qui ne connaissaient pas, compris comment fonctionnait le fractal. Maintenant, pour voir ces applications, je vous l'ai dit, ça fera partie soit de petits tutos gratuits, soit d'un gros tuto lab dans lequel il y aura forcément un projet et des applications plus complexes. Donc, tuto que vous retrouverez bientôt. Pour l'instant, je ne fais que des tutos gratuits, mais que vous trouverez un jour bientôt. Je vous ferai une annonce. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce, cliquer sur la cloche, vous abonner, aller sur mon Instagram, mon LinkedIn, mon TikTok, où vous voulez, et me suivre. Je serai toujours là pour vous et vous présenter tout ce que je connais sur After Effects depuis toutes ces années. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ma présentation, je travaille depuis plus de 25 ans sur After Effects et j'ai commencé avec la toute première version qui piquait les yeux, qui ne faisait pas grand-chose, qui était, il faut le dire, horrible, mais une telle découverte à l'époque où il n'y avait pas de logiciel de ce type que ça m'a emporté pour, je dirais, toute ma carrière professionnelle et même artistique. Voilà, à très bientôt à tous. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.